Vous êtes prêts? Alors imaginez une forêt immense, silencieuse, où les arbres semblent cacher des secrets sombres. On est en octobre 2007, dans les Appalaches, aux États-Unis. Un endroit que des milliers de randonneurs rêvent de parcourir chaque année, un lieu de paix, de nature, de liberté. Sauf que cette fois-ci, la tranquillité va laisser place à une horreur tellement brutale qu'elle hantera le pays pendant des années. Ce jour-là, John Bryant, 80 ans, et son épouse Irene, 84 ans, se préparent pour une randonnée comme ils en ont fait toute leur vie. Deux amoureux de la nature, un couple solide, respecté, inspirant. Quand on les voit marcher ensemble, on ne peut pas deviner que leur histoire va finir dans l'une des affaires criminelles les plus terrifiantes des forêts américaines. John, ancien avocat, avec une boussole morale rare, était connu pour défendre ceux qui n'avaient personne. Irene, elle, était l'un des pionniers de la médecine vétérinaire dans le Montana. Deux destins brillants, unis par l'amour de l'aventure. Ce jour-là, le soleil perce doucement les feuilles dorées de Caroline du Nord. L'air est frais, le sol légèrement humide, et leur voiture, une Ford Bordeaux, attend sagement près du sentier. Tout respire la tranquillité. Rien n'indique que dans quelques heures, leur vie va basculer. Aux alentours de 16 heures, un appel d'urgence est passé au 911. La voix est affolée. La ligne coupée trop vite. C'est John. On ignore ce qu'il a vu, ce qu'il a essayé de dire, mais ce sera son dernier contact avec le monde. Puis, plus rien. Silence. Pas de retour. Pas de message. Le couple disparaît comme si la forêt les avait engloutis. Leur famille s'inquiète. Les jours passent. Aucune nouvelle. Et après 3 semaines, l'espoir s'effondre. Le corps d'Irene est retrouvé près du sentier, caché sous des feuilles mortes. Elle a été battue à mort. Pas d'accident. Pas d'erreur. Quelqu'un l'a attaquée et l'a frappée avec une brutalité impensable. Mais John, lui, n'est pas là. Pourquoi? Où est-il? Pourquoi séparer un couple si âgé, si inoffensif? Les enquêteurs se posent 1000 questions, mais les réponses ne vont arriver que plus tard. Beaucoup trop tard. Pendant que les autorités fouillent les bois, un détail glacial apparaît. La carte bancaire de John a été utilisée plusieurs jours après leur disparition. Un retrait. Puis un autre. Un homme encapuchonné, devant un distributeur, visage caché. Une figure fantomatique. On comprend alors que ce n'est pas un accident de randonnée ou un animal sauvage. Quelqu'un les a ciblés, quelqu'un les a surveillés. Un chasseur. Mais pas du gibier, des humains. Les recherches s'étirent pendant des semaines. Rien n'avance. Et puis en février, 4 mois après leur disparition, on retrouve des os dans une autre forêt, cette fois à plus de 200 km. Ce sont ceux de John, abattu d'une balle dans la tête. Un meurtre froid, exécuté loin de sa femme après plusieurs jours, comme s'il avait été gardé vivant pour une raison bien précise. Et c'est là que tout prend une tournure encore plus sinistre. L'idée que ce crime n'est pas isolé, que le tueur n'en est peut-être pas à son premier coup. Pire, qu'il n'a probablement pas terminé. À ce moment-là, l'enquête patine, les autorités tournent en rond. On commence à craindre une chose indisiblement terrifiante. Un prédateur se promène dans les forêts américaines, invisible. Calculateur, capable d'attendre, d'observer, de frapper sans laisser de traces. Un homme qui choisit ses victimes avec méthode. Une silhouette qui se glisse dans les sentiers où des familles viennent respirer la nature, persuadées d'être en sécurité. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, dans un autre État, une autre personne disparaît presque exactement de la même manière. Les pistes se croisent, les coïncidences deviennent trop lourdes, et lentement, un nom va commencer à circuler, un visage. Une légende noire va se créer, celle d'un homme qui utilisait les forêts nationales comme un terrain de chasse personnel. Mais avant que le public ne découvre son nom, une autre femme, seule, va croiser sa route. Et ce qui va lui arriver va révéler au monde entier la froideur, la méthode et la folie de celui que la presse surnommera plus tard le tueur des forêts nationales. Décembre 2007. La Floride profite encore de sa chaleur douce, et au sud de Tallahassee, une infirmière nommée Cheryl Dunlap quitte sa maison pour profiter d'un moment de calme au cœur de la nature. Une femme douce, spirituelle, dévouée à ses patients comme à sa communauté. Elle ne le sait pas, mais au moment où elle verrouille sa porte, quelqu'un, quelque part, observe déjà. Son absence passe d'abord inaperçue, jusqu'au moment où sa voiture est retrouvée, abandonnée au bord d'une route, pneus crevés au couteau militaire. La scène n'a rien d'un simple acte de vandalisme. C'est un piège, le genre de piège qu'un prédateur installe quand il sait exactement ce qu'il fait. Les recherches s'organisent immédiatement. Des centaines de bénévoles fouillent chaque morceau de forêt, chaque ruisseau, chaque sentier.
Les médias tournent déjà autour de l'affaire, conscients qu'il ne s'agit pas d'une disparition ordinaire. Puis, après 12 jours d'angoisse, la découverte tombe. Une silhouette dans une clairière. Ce sont les restes de Cheryl, brûlés, mutilés, cachés sous des branches. La tête manque, les mains aussi. Le genre de détail qui glace le sang, qui ne laisse aucune place au doute sur la nature du monstre à l'œuvre. Et comme pour les Bryant, sa carte bancaire a été utilisée, plusieurs fois, par quelqu'un qui prend soin de cacher son visage aux caméras. Quelqu'un qui sait comment survivre dans les bois, comment disparaître, comment faire durer la souffrance. À ce stade, l'idée n'est plus un murmure. Il y a un tueur qui rôde dans les forêts du sud-est américain. Un homme qui attend, qui choisit, qui frappe avec méthode. Les enquêteurs commencent à relier les fils. Une silhouette âgée, un chien. Toujours la forêt comme théâtre. L'homme semble vivre dans l'ombre des arbres comme s'ils étaient son abri, son refuge, son royaume. Les autorités sont perdues, et pendant un temps, il est introuvable. Puis arrive le nouvel an 2008. Une jeune femme nommée Meredith Emerson part randonner en Géorgie. Elle est sportive, prudente, habituée à la montagne. Elle n'est pas naïve. Mais même la prudence ne suffit pas face à quelqu'un qui approche avec un chien, un sourire et des décennies d'expérience en camouflage humain. Elle croise un homme sur le sentier. Débraillé, cheveux gris, un chien. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais quelques heures plus tard, elle disparaît. Sa voiture est retrouvée. Sa matraque aussi. Elle a essayé de se défendre. Et cette fois, quelque chose change. Le tueur fait des erreurs. Les retraits bancaires échouent, encore et encore. Le mauvais numéro. Cela montre deux choses. Il l'a gardée vivante et elle a résisté jusqu'au bout. Cette jeune femme n'a pas supplié. Elle s'est battue. Assez pour mettre en difficulté un homme habitué à dominer. Et c'est ce combat qui va finalement mener à sa chute. Le 4 janvier, une station-service signale un homme étrange. Il nettoie frénétiquement un van blanc avec de l'eau de Javel, jette des affaires dans une poubelle, agit comme quelqu'un qui veut effacer le monde derrière lui. La police arrive, silencieusement. Elle l'arrête. Il ne se débat pas. Il sait que c'est terminé. Dans son véhicule, du sang, des traces, une histoire qui ne peut plus se cacher. Son nom, Gary Hilton. Un nom banal, presque terne. Mais derrière, un passé troublant. Un homme instable, autrefois soldat, habitué à vivre en marge, errant de forêt en forêt, accompagné de son chien. Pendant des années, personne ne voit sa transformation. Personne ne remarque le prédateur qui mûrit dans l'ombre des arbres. Une fois arrêté, Gary tente à marcher. Pas la peine de mort, dit-il, et il parlera. Il révèle où se trouve Meredith. Elle aura tenu, jour après jour, se battant au point de lui casser le nez, de lui faire perdre le contrôle. Mais malgré son courage, il finit par l'exécuter. Comme les autres, il tente d'effacer son identité. Décapitation, dissimulation. Une signature, un besoin de garder le contrôle jusqu'au bout. L'analyse ADN confirme tout. Puis les enquêteurs relient les crimes. Caroline du Nord, Floride, Géorgie. 3 États, un seul homme. Un chasseur psychologique, tardif, silencieux, précis. Il sera condamné à la perpétuité, puis à mort. Et aujourd'hui encore, alors qu'il vieillit derrière les barreaux, des familles espèrent qu'il avouera d'autres noms. Parce qu'il est très probable que ses victimes ne soient pas les seules. Les forêts américaines, immenses, magnifiques, cachent encore peut-être ses secrets. Des chemins paisibles où résonnent le vent et les feuilles, mais où certains pas n'ont jamais fait demi-tour. Et vous, dites-moi, est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous marchez seul en pleine nature? Est-ce que vous pensez que le tueur a d'autres victimes que l'on n'a jamais retrouvées? Laissez votre avis en commentaire, j'adore vous lire. Et pour ne pas manquer les prochaines affaires sombres du monde criminel, abonnez-vous maintenant à Crimes Obscurs FR. On se retrouve très vite, restez prudents.